L'incroyable nouvelle se confirme, le monde rapetisse. Après la Tour Eiffel et l'Empire State Building, Big Ben a cessé d'être big. Malgré les démentis d'Ericsson, il semble que tout ait commencé avec le nouvel Ericsson GF 788, un téléphone mobile si petit qu'il fait dire « comme le monde est petit ». Est-ce que vous vous souvenez de cette époque absolument incroyable dans laquelle les téléphones portables étaient de véritables objets qui servaient à marquer son statut social? Dans la vidéo d'aujourd'hui, ce n'est pas un, mais bien deux modèles mythiques du constructeur Ericsson qui illustrent très bien cette tendance que l'on va étudier ensemble. Et je vais vous parler des modèles GF 768 et GF 788, deux modèles à clapet absolument mythiques qui ont transformé l'image de la téléphonie mobile et qui ont transformé l'avenir du constructeur Ericsson à la fin des années 90. Alors le GF 768 qui est ici à gauche et le GF 788 que vous avez là à droite sont deux téléphones portables à clapet qui ont été mis sur le marché à la fin des années 1990, précisément en 1997, par le constructeur suédois Ericsson. Et ces deux modèles ont marqué l'entrée du constructeur dans la course à la miniaturisation que tous les constructeurs de téléphonie mobile de cette époque ont commencé à se donner. On va parler un petit peu du contexte avant de faire l'unboxing de ces deux téléphones et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'étudier l'histoire de ces deux modèles ensemble plutôt que de vous faire les modèles séparément. La raison elle est extrêmement simple, c'est que ces deux modèles sont sortis la même année, ils sont sortis en 1997, à quelques mois d'écart. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Voilà, le dessin du téléphone change, mais la structure globale est la même. Un téléphone assez compact, avec un clapet qui vient cacher toute la partie clavier. Et vous allez voir en plus qu'en termes de caractéristiques techniques, ces deux modèles sont quasiment identiques. Raison pour laquelle j'ai décidé de les étudier tous les deux en même temps dans cette vidéo. Pour comprendre pourquoi ces deux modèles ont eu un succès phénoménal et surtout pourquoi ils ont révolutionné l'histoire de la téléphonie mobile d'une part et du constructeur d'autre part, il faut se replonger dans le contexte. On est à la fin des années 1990, la téléphonie mobile commence seulement à se développer un peu partout et donc aussi chez nous en France, mais jusqu'à 1996, la téléphonie mobile ça reste quelque chose de cher et donc de réservé à une élite. En 1996, Bouygues Telecom vient déjà apporter une première révolution dans le monde de la téléphonie mobile en tant qu'opérateur télécom en proposant le concept forfait, c'est-à-dire le concept d'avoir un certain nombre d'heures ou de minutes de communication pour une somme qui est fixe. Auparavant, les opérateurs de téléphonie facturaient à la minute ou à la seconde, donc il n'y avait pas de package comme ça, de forfait. Donc ça a vraiment, c'est important de le préciser, et je ferai un jour une vidéo sur l'histoire de Bouygues Telecom, parce que l'arrivée de Bouygues Telecom a rendu le téléphone mobile accessible à beaucoup plus de gens. Ça a contribué largement à mettre des téléphones portables dans la main de beaucoup plus de personnes et donc à le rendre beaucoup plus populaire. Donc on est à ce moment-là de l'histoire de la téléphonie mobile et il y a un phénomène intéressant qui se produit parce que jusque-là, les téléphones portables étaient assez moches, assez gros et assez lourds. Concrètement, il faut bien comprendre que quand le téléphone portable est sorti, donc on doit être fin des années 80, tout début 90, on a eu le bebop, je ferai l'histoire aussi du bebop un jour, et puis on a eu les premiers modèles. La problématique et la réflexion n'était pas de se dire est-ce qu'on va faire des téléphones petits et stylés. Le simple fait d'avoir un téléphone qu'on pouvait emmener partout en dehors de chez soi pour passer des appels était déjà énorme, c'était déjà une révolution. Et donc la problématique du design et de la miniaturisation est arrivée bien après. Donc on est dans ce contexte-là. Ericsson est un constructeur qui est déjà bien implanté et reconnu sur le marché de la téléphonie mobile. Il faut savoir qu'Ericsson est présent en France depuis 1909 dans les radiocommunications. Donc voilà, c'est quand même un acteur historique dans la téléphonie au sens large. Et donc en tant qu'acteur historique, Ericsson s'est positionné tôt sur les terminaux de téléphone mobile et a proposé des modèles mythiques, les GA318, GA628, GH388 ou 688 de mémoire, et qui ont eu un succès fou. Certains d'ailleurs ont été vendus en parallèle de ces deux modèles, mais tous ces modèles avaient comme caractéristique d'être assez gros, assez imposants, et d'avoir des designs pas forcément moches, mais pas non plus hyper travaillés, comme d'ailleurs tous les fabricants de téléphones mobiles à cette époque. Vous prenez tous les leaders de l'époque, Nokia, Motorola, Sony, pour ne citer que, avaient des téléphones qui avaient les mêmes caractéristiques, donc tout le monde était logé à la même enseigne. Au début, quand c'était cher, le simple fait d'avoir un téléphone était un symbole de statut social et donc de réussite financière.
Et puis après, quand c'est devenu beaucoup plus démocratisé, et c'est allé assez vite, hein, entre 1996 et 1998-99, donc il s'est écoulé peut-être 3 ans maximum, le téléphone s'est hyper démocratisé avec les forfaits, avec les cartes prépayées. Et on est passé en 3 ans d'un stade où c'était réservé à une élite à un stade où il y avait même beaucoup de gens en avaient. Et moi, je me souviens qu'en tant que collégien, j'ai eu mon premier téléphone à 14 ans, ce qui était très jeune pour l'époque. Aujourd'hui, ça paraît normal, mais à l'époque, c'était très jeune. Et on était sur un forfait, je sais plus, je crois que je devais avoir 1 heure bloquée. Mais c'est pour vous dire que 3 ans avant, ça aurait été impensable. Et donc, dans ce contexte-là, les constructeurs se disent, maintenant, il faut qu'on fasse des modèles qui expriment aussi le statut social. Comme on commence à équiper beaucoup de gens, il faut qu'il y ait des gens il y a des gens, comme toujours, qui veulent marquer leur statut, montrer qu'ils ont plus d'argent. Et donc, ces 2 modèles vont répondre à cette caractéristique. Et vous allez voir que c'est assez intéressant parce que, bien qu'ils soient extrêmement similaires, leurs histoires sont assez différentes. On va donc commencer avec le GF 788 qui est ici sur ma droite parce que c'est le premier qui est sorti. Ce téléphone, le développement de ce téléphone a démarré en 1994 pour s'achever fin 1996. Donc c'est un téléphone qui aura pris à peu près 3 ans complets, 3 années pleines à être développé et qui aura été designé par monsieur Yeo Chung-sung de Singapour, qui est un designer extrêmement connu et qui a fait beaucoup d'allers-retours entre Singapour et le siège d'Ericsson pour travailler sur ce nouveau design qui a nécessité beaucoup de travail. En fait, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à cette époque, pourquoi cette époque marque un tournant révolutionnaire, c'est que jusqu'à cette époque, c'était les ingénieurs qui dictaient un peu, qui faisaient leurs lois dans le monde de la téléphonie. C'est-à-dire qu'eux, ils fixaient les caractéristiques techniques des produits, et puis le design en fait était vu comme une contrainte qui ralentissait la production et qui arrivait en dernier. Et en fait, dans l'histoire d'Ericsson, ces 2 modèles ont vu une inversion de la tendance dans laquelle les designers ont été intégrés dès le début du projet pour travailler en collaboration avec les ingénieurs, dans le sens où ils se sont mis d'accord pour trouver un design qui soit à la fois beau, fonctionnel, petit, et qui réponde aussi à des contraintes techniques. Donc on inverse la tendance. Alors, l'unboxing de ce GF 788, ce qu'il faut voir, c'est que, vous avez des boîtes Ericsson, ce qui est sympa à l'époque, moi j'aime toujours, c'est que ce soit celui-ci ou que ce soit le 768, donc c'est un peu comme chez Nokia, vous avez des boîtes qui sont à peu près toujours les mêmes. Et mais voilà, il y a une identité qui est forte. Il y a encore l'étiquette Darty du 30 septembre 97, donc l'année de sa sortie. Vous voyez, c'est quand même un truc de fou. C'est quand même un truc de fou. Allez, il y a tout. Là, il y avait le modèle avec la couleur. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur quand on ouvre ça? Si vous l'avez possédé, je pense que ça va vous rappeler des souvenirs. Eh bien, vous avez la notice ici qui est en suédois certainement. Là, vous l'avez une autre langue. Là, vous l'avez en français. Vous aviez la plaquette des accessoires, le menu, donc des configurations rapides, la notice ici. Et dans la boîte, eh bien, alors forcément c'est un peu vécu, hein, le chargeur, la batterie et le téléphone qui est ici. En même temps, c'est ça qui vous intéresse, n'est-ce pas? Hop. Voilà, ce fameux Ericsson GF 788. Alors, le 788, il a marqué son époque. Il avait vraiment un positionnement qui se voulait haut de gamme, avec des couleurs un peu métallisées. On le voit un petit peu à la caméra. C'est un téléphone qui n'est pas très grand, il fait à peu près 10 cm 5 de haut, 49 mm de large et 23 mm d'épaisseur seulement. Il fait 135 grammes. Et parmi les caractéristiques techniques, on a un écran qui était monochrome avec une ligne et 10 caractères. L'aspect était quand même extrêmement pratique pour l'époque parce que ça, c'était quand même assez nouveau. Vous voyez, il y a encore les gens qui mettaient des post-it pour se souvenir des codes ou des astuces. Et la véritable innovation, même si elle avait déjà été présentée sur un modèle précédent plus grand, c'était vraiment d'intégrer ce clapet qui venait cacher en fait le clavier, donc qui permettait de le protéger. Après, la construction du téléphone est assez simple, hein, vous voyez. Donc vous aviez caractéristiques d'Ericsson, c'est cette antenne qu'on retrouve souvent, Ericsson avait des grosses antennes sur tous ses modèles, et les Yes/No. Ça, c'était vraiment la marque de fabrique de la marque. Là, on est sur un téléphone qui avait, ce qui était considéré comme étant quelque chose de novateur à l'époque,
un répertoire interne de 99 noms en plus de la carte SIM. Il y avait l'option DataFax, il y avait la possibilité de personnaliser son menu. Il y avait déjà un compositeur de sonnerie. Alors, c'est devenu très populaire chez Nokia après, mais à cette époque, Ericsson a déjà intégré le compositeur de sonnerie. On pouvait en mémoriser qu'une, mais c'était déjà une énorme révolution pour l'époque. Et à savoir que le GF788 a énormément influencé les téléphones des années 2000, notamment chez Ericsson, puisque ce design-là de clapet a été repris sur plein de modèles et puis a été repris par les concurrents. Et il faut comprendre aussi en quoi c'est si important que ça, c'est que on est à une époque où Motorola, un an avant, a sorti le StarTAC qui a révolutionné déjà du côté de Motorola le game de la miniaturisation et du design. Nokia a enchaîné avec des modèles comme le 90 Banana qu'on a vu notamment dans Matrix, qui lui aussi avait commencé à avoir un design sympa. Et puis en 98, Nokia a sorti le 6110 et le 5110, ainsi que le 8810, qui ont tous connu un succès phénoménal. Et donc Ericsson, avec cette gamme-là, et puis le 768 que je vais vous présenter dans un instant, eh bien, est vraiment rentré dans l'histoire de la course à la miniaturisation. Et anecdote marrante, ce téléphone a remporté l'IF Design Award en 1998, donc qui est un prix remis pour le design d'objets du quotidien. Donc il y a plusieurs catégories bien sûr qui peuvent être récompensées, dont les systèmes de communication. Et donc ce modèle en 1998 eh bien, a remporté le award donc, du meilleur design dans la catégorie téléphonie mobile, pour vous dire à quel point son design a été réussi. Et c'est un téléphone qu'on a vu au cinéma, notamment dans le film Meurtre parfait avec Michael Douglas, en 1998 également. Et c'est un téléphone qui a très bien fonctionné, qui a été très prisé d'une certaine catégorie, donc plutôt haut de gamme. Ce téléphone a tellement bien fonctionné, mais que Ericsson ne voulait pas en rester là, mais il avait une problématique pour une certaine catégorie de personnes, c'est que ses couleurs étaient trop classiques, trop sobres, et donc ça collait avec un positionnement haut de gamme, mais ça n'allait pas avec une population un peu plus jeune, un peu plus peps ou un peu plus féminine par exemple. Et donc Ericsson sort quelques mois après eh bien, ce modèle qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, le GF768. Le GF768, pour le coup, n'a pas du tout été designé par le même designer, par la même personne, puisque c'est Tom Wadner qui, lui, a fait le dessin de ce téléphone. Alors, je pense bien évidemment que les deux designers ont été en contact régulièrement pour aboutir à quelque chose d'assez similaire, hein, parce que, pareil, l'histoire est à peu près la même. Le premier coup de crayon de ce téléphone démarre en 1994 et il sort définitivement en 1997, 3 ans après. Donc, on se doute bien que c'est pas en 2 mois qu'ils se sont dit tiens, on va prendre un téléphone et en faire un autre en partant de là. On est exactement, je vais pas tout refaire, mais vous voyez bien qu'on est exactement sur les mêmes accessoires. On a la notice. Ce qui est marrant, est-ce que vous vous souvenez de cette époque? On avait des housses pour les téléphones et là on a la housse qui en plus est en très bon état pour le téléphone avec le clapet. Voilà la housse qu'on pouvait accrocher à la ceinture, qu'on pouvait prendre ici. Et donc ce GF768 sort quelques mois après. Là je vous montre comment c'était fait. Donc on avait des batteries au lithium. Vous voyez, on mettait la carte SIM ici, la batterie ici. Hop. Et donc ce GF768, il a un design qui est très proche mais qui est néanmoins différent. Mais c'est vraiment le jeu des 7 erreurs. Bon, quand on les met côte à côte, on se rend compte, je ne sais pas si vous le voyez ici, le 788 à l'écran qui est à niveau de la coque, alors que le 768 à l'écran avec une différence de niveau, ce qui est plus pratique à lire, notamment quand on a du soleil. Et après, on voit que la disposition est la même, c'est vraiment le dessin des touches qui change. Alors les touches sont plus petites ici, le dessin est un peu différent ici, mais il faut bien comprendre que techniquement, les deux téléphones sont identiques. Ils font la même taille, celui-ci est 1 mm moins épais, ils font le même poids, ils ont la même autonomie, ils ont les mêmes caractéristiques de menu, etc. Il n'y a rien qui change. Donc en fait, c'est vraiment un habillage différent qui a été fait de celui-ci pour le vendre à un public qui est différent, puisque le positionnement prix était quasiment le même. Celui-ci était un poil moins cher, mais je crois que de mémoire, il était vendu quand même 4000 francs à l'époque. Donc ce qui était loin d'être donné, hein, ça restait un positionnement plutôt haut de gamme. Et la différence, c'est que le 768 avait des couleurs plus pastel, plus flashy. Donc il y avait un bleu, il y avait un jaune, il y avait un rouge, il y avait un vert, et de mémoire, il y avait un gris aussi. Voilà. Mais on est loin, enfin on n'est pas du tout sur les mêmes couleurs, plus sobres que le 788. Et pour les nostalgiques, ce que je vous propose, c'est de l'allumer. Malheureusement, ce sont des téléphones qui ont deux fragilités. Tous les téléphones de cette époque avaient des défauts.
Leur défaut numéro 1, c'est que ces téléphones prenaient facilement le vert de gris. Donc en fait, le vert de gris, c'est ce qui se forme au niveau des connecteurs entre la batterie ici et les connecteurs ici. Je ne sais pas si vous voyez, il en reste un peu sur ce téléphone que j'ai réussi à sauver. Là, vous voyez, c'est ce truc de couleur vert de gris, comme son nom l'indique. C'est les téléphones qui sont stockés pendant des années dans des zones humides. Eh bien, l'humidité fait que les éléments chimiques de la batterie s'abîment, sortent par les connecteurs et viennent se mélanger ici. Et ça prend... Et avec le temps, en fait, après, ça cristallise. Et sur ces modèles-là, la problématique, c'est que cette partie est extrêmement fragile. Et malheureusement, la plupart de ces téléphones ont été stockés dans de mauvaises conditions et donc sont aujourd'hui inutilisables. Donc, c'est très compliqué d'en trouver qui sont encore fonctionnels à ce niveau-là. Et d'autant plus que ces batteries sont, vous voyez, ça, c'est pas une batterie d'origine, hein, c'est une reconditionnée, sont assez difficiles parce qu'on était sur des batteries en plus au nickel. Les batteries au nickel sont quand même beaucoup plus fragiles et lourdes que les batteries au lithium. En plus, elles avaient l'effet mémoire de charge. Et le deuxième défaut de ces téléphones, c'était leur écran monochrome qui, au bout d'un moment, faiblit et il ne fonctionne plus. Et sur ce 768, malheureusement, c'est le cas. Donc, vous allez voir s'il s'allume. Voilà. Donc, vous avez les bruits. Vous voyez bien que le rétroéclairage fonctionne. Par contre, l'écran, lui, est HS. D'ailleurs, je crois qu'il a enlevé l'âme à nouveau. Fut un temps, j'arrivais encore à lire les éléments dessus, mais bon, là, je crois que c'est mort de chez mort. Après, c'est aussi un truc qui a bientôt 30 ans, mais au moins, vous avez le bruit de l'allumage que vous avez peut-être connu. Et les touches, c'est marrant. Pour ceux qui l'ont eu, ça vous rappellera des souvenirs. Voilà. Donc voilà un petit peu l'histoire de ces deux téléphones. Il faut savoir que les deux ont extrêmement bien marché. Ils ont été vendus pendant plusieurs années. Celui-ci a été plus populaire et plus vendu que le 768. Il est sorti plus tôt, il a gagné un prix, je vous le disais, du design. Il a été davantage mis en avant, on l'a vu dans des films. Et je trouve qu'il a un design, bon c'est subjectif, hein, parce que chacun se fera son avis. Moi je préfère ce design-là à celui-ci. Je le trouve plus réussi, plus ergonomique. Je l'ai toujours trouvé plus harmonieux. Mais bon, les goûts et les couleurs, ça se discute, hein, chacun se fera son idée. Et ils ont tellement bien fonctionné que quelques années plus tard, Ericsson a sorti leurs successeurs qui sont quasiment identiques. Et un jour, je vous ferai une vidéo du jeu des 7 différences en version bi-band, parce que ces deux modèles sont monoband GSM 900, donc ils ne fonctionnaient que sur les fréquences 900 MHz. Donc en France, Itineris, qui était l'ancien nom de Orange, et puis SFR. Et en fait, quelques années après, on a vu les téléphones bi-band apparaître, donc des téléphones qui pouvaient fonctionner aussi sur la fréquence 1800 MHz de Bouygues Telecom. Et Ericsson a ressorti deux modèles bi-band, mais qui leur ressemblent comme deux gouttes d'eau, le T10S et le T18S. Je vous ferai une vidéo à l'occasion. Je vous montrerai le jeu des 7 différences, mais vous allez voir que c'est quand même, il faut les chercher. Il y a quand même quelques petites subtilités. Voilà les geeks, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à me dire dans les commentaires si vous avez eu un de ces modèles Ericsson, ou peut-être les deux, ou d'autres modèles d'ailleurs. N'hésitez pas à partager vos souvenirs dans les commentaires. Bon, vous l'aurez compris, en conclusion, ce sont quand même deux modèles qui ont très bien fonctionné, qui ont changé l'histoire de la téléphonie, qui ont changé l'histoire d'Ericsson, qui ont marqué un gap dans la miniaturisation des téléphones. Vous voyez ma main ici, on est quand même sur des téléphones qui sont assez compacts, hein, notamment par rapport à ce qu'on peut voir sur les smartphones d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu une époque où au début les téléphones étaient gros, après on a eu la course à la miniaturisation, et maintenant on est dans l'optique inverse d'avoir des smartphones toujours plus gros, à nouveau. Donc comme quoi les temps changent, mais les modes, c'est cyclique, et ça revient. Voilà, donc n'hésitez pas à partager les souvenirs avec vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être informé quand je publierai une nouvelle vidéo. Je vois que vous êtes beaucoup plus nombreux chaque semaine à me suivre, à découvrir les vidéos, à commenter, à liker, donc ça me fait vraiment plaisir. Je vois que le concept de la chaîne me plaît. Dites-moi aussi dans les commentaires s'il y a des modèles que vous aimeriez voir en vidéo, et je verrai ce que je peux faire pour me les procurer et puis vous faire une vidéo dessus. Merci à vous, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!